Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, aujourd'hui dans cette vidéo, on essaye un nouveau véhicule, le XPeng G9. C'est parti. Alors vous le voyez, aujourd'hui je suis donc dans le XPeng G9, donc c'est le modèle performance qui m'a été prêté. Alors sachant que XPeng a trois versions de son G9, donc le standard propulsion, le standard propulsion avec grande autonomie, on va dire, donc l'équivalent du long range, si on peut par exemple le comparer au modèle Y long range, et ici le modèle performance. Donc le modèle standard, on va avoir une batterie LFP de 78,4 kWh, avec un WLTP d'environ d'autonomie 460 km. Gros avantage par rapport à la concurrence, c'est son architecture 800 volts. Donc ici, sur le modèle standard, vous allez pouvoir recharger jusqu'à 260 kW. C'est énorme. Il n'y a vraiment pas beaucoup de concurrents qui sont capables de faire ça. Donc comptez un 10-80% en à peine 20 minutes. Sur le courant alternatif, évidemment, on sera sur du 11 kW. C'est vraiment le standard. Donc le 0 à 100 avec la version standard, on va être sur un 6,4 secondes. Donc ça fait quand même mieux qu'un modèle Y propulsion, c'est plutôt pas mal, alors qu'il est plus lourd. Et donc cette version standard commence à 59 990 €, donc on va dire 60 000 €. Pour la version grande autonomie, on sera à 63 990 €, donc c'est à peine 4 000 € de plus, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Par rapport à la différence de prix, limite c'est plus intéressant puisque sur la version grande autonomie, toujours en propulsion, vous allez avoir quasiment les mêmes performances, on va dire, de conduite. Donc vous êtes toujours à 6,4 secondes au 0 à 100, mais vous allez avoir une grosse autonomie puisque là vous passez à 570 km WLTP. Je trouve ça vraiment énorme. Là on est sur quelque chose quand même de très intéressant parce qu'il faudra compter facilement 400-450 km sur autoroute à 130 km/h, c'est vraiment génial. Donc on ne sera plus sur une technologie LFP au niveau de la batterie, mais du NMC avec une batterie de 98 kWh. Donc on aura toujours le même couple et 313 l'équivalent de 313 chevaux. Mais là par contre, comme c'est une plus grosse batterie, ils ont poussé la recharge encore plus, puisque forcément pour pouvoir rester dans le 10-80% en 20 minutes, là on va monter à 300 kW au niveau de la recharge, et ça c'est grâce à l'architecture 800 volts, c'est vraiment énorme. Au niveau de la consommation, je ne l'ai pas précisé, mais sur une consommation on va dire mixte, on sera autour des 19-20 kWh au 100. Donc sur autoroute, ça sera forcément un peu plus. Donc on aura la même chose au niveau de la consommation sur la long range. Et donc ici sur le modèle performance qui m'a été prêté, on est sur une version qui va coûter beaucoup plus cher, là cette fois 73 990 €. Ça commence à piquer un peu, clairement, pour ce genre de véhicule. Ça commence à faire très cher. Mais voilà, là on a vraiment tous les équipements haut de gamme, tout le système audio haut de gamme, etc. Les sièges en cuir, vraiment de très belle qualité, de belles jantes. On aura exactement la même batterie que la long range, donc une 98 kWh, environ à peu près la même consommation. On sera un peu plus élevé, on sera plus autour des 21 kWh cette fois, puisque là on a quand même l'équivalent de 550 chevaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un gros SUV de 2 tonnes 3 environ. Bon voilà, ça commence à être vraiment très intéressant, ça se traîne pas sur la route, c'est très appréciable, surtout sur les autoroutes pour les dépassements, etc. Et forcément au niveau de l'autonomie, on aura un peu moins au niveau du WLTP, puisque comme elle est plus puissante, elle va consommer un peu plus. On est autour des 520 km WLTP annoncé contre 570 sur le modèle long range. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire plus les aspects techniques, les équipements, etc. Et voilà mon ressenti sur le véhicule. On va pas rentrer trop dans le détail au niveau des recharges, etc. puisque je vais réaliser
environ normalement 3 vidéos sur cette Xpeng G9. Donc là, on va plus faire une découverte de la voiture, les options, etc. Là, on va la comparer forcément à Tesla, à mon modèle Y, puisqu'on est sur un gabarit quasiment similaire, même si c'est un petit peu plus grand, je crois. Et pourtant, l'habitabilité n'est pas forcément bien meilleure que le modèle Y, on le verra. Le Xpeng G6 serait plus le vrai concurrent, surtout au niveau du tarif du Tesla Model Y. Mais au niveau du coffre, etc., voilà, des emplacements, de sièges, l'espace à bord, on verra qu'on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. On va voir les aspects techniques, donc tout ce qui est infodivertissement, l'autopilote, hein, ici qui s'appelle le LCC. On va voir si c'est mieux ou moins bien que chez Tesla avec l'autopilote de série, sachant qu'ici on est sur un autopilote qui est amélioré de série. Donc par exemple, on a le changement de voie automatique qui est déjà, intégré à l'autopilote, c'est pas une option supplémentaire, donc ça c'est vraiment génial. Alors une des choses que j'adore vraiment sur ce Xpeng, c'est le changement de voie automatique, hein, ce qui fait partie de l'autopilote, donc le X-Pilote. Donc vous voyez, là j'ai personne à ma droite, je vais me remettre sur la voie de droite, hop, ça change automatiquement, j'ai rien à faire, ça se fait tout seul, c'est vraiment le top. Et en plus, quand vous faites un dépassement, hein, et que vous avez besoin de réaccélérer, la voiture réaccélère tout seul au moment où vous commencez à changer de voie. Elle n'attend pas d'être complètement dans sa voie pour réaccélérer, chose que par exemple Tesla a tendance à faire sur leur fameux autopilote, qui soit amélioré ou non, hein. D'ailleurs, si vous arrivez derrière un véhicule, vous avez réglé votre autopilote à 130 km/h, vous ralentissez à 120 parce que la voiture qui est devant vous ne roule qu'à 120. Quand vous allez déboîter pour pouvoir doubler et que vous réactivez l'autopilote, elle va mettre un certain temps avant de réaccélérer. Là, non, c'est pas le cas, hein. Elle va entamer son dépassement et arriver, je dirais, à moitié ou au milieu de la ligne du dépassement. Elle va commencer à accélérer. Alors, c'est pas une accélération très vive, mais c'est suffisant pour ne pas gêner éventuellement les voitures qui pourraient arriver derrière vous. Bon, par contre, elle a des petits freinages fantômes, ce fameux autopilote là, c'est pas encore parfait. J'ai un peu de mal à savoir pourquoi, puisque les camions qui sont sur ma droite, par exemple, là, je viens de dépasser des camions, j'ai eu des légers coups de frein. Alors ça va, c'est pas trop violent, comme la Tesla peut le faire par exemple par moment, mais c'est assez régulier, donc c'est pas hyper agréable malheureusement. S'il n'y a personne sur la route, ça pose pas trop de problèmes jusqu'à présent, hein. Donc là ça fait une centaine de kilomètres que je roule avec, honnêtement il n'y a pas de souci. Donc là je suis en train de dépasser un camion, bon, pas de freinage fantôme, mais précédemment j'en ai vu. Donc là voilà, j'ai un petit, là j'ai eu un petit coup de frein, mais c'est très léger, hein. C'est pas une catastrophe, mais bon, c'est pas très agréable. Alors je pense que ça peut être corrigé avec des mises à jour. Là-dessus, j'ai pas d'inquiétude, puisque Xpeng, à la base, hein, ils ont fait des voitures avec des développeurs au niveau logiciel, etc. Donc ils sont très calés de ce côté-là. Donc là, voilà, j'entame un dépassement, vous voyez, hop, elle commence à réaccélérer. Alors que je suis pas encore sur la voie de gauche, c'est nickel. Nickel, nickel. Donc du coup, ouais, tout ce qui est freinage fantôme, etc., je pense que ça peut être facilement corrigé via des mises à jour. Je ne m'inquiète pas à ce sujet. Alors, chose que j'aime bien aussi au niveau des clignotants, donc au niveau du bruit, bon, il est assez étonnant, j'avais jamais entendu un bruit de clignotant comme ça. Bon, ça, après tout, les goûts, les couleurs, peu importe. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand je mets mon clignotant à droite, le son vient vers la droite. Et quand je mets mon clignotant à gauche, c'est bien à gauche. Et il est très audible, donc du coup, déjà, on l'entend bien. Donc, vous n'oublierez pas de l'enlever. Voilà, donc on sait vraiment dans quelle direction on a mis son clignotant. Sans regarder, on peut se rappeler si c'était à droite ou à gauche. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, on n'a pas vraiment on a un planificateur, mais qui n'est pas parfait, hein, clairement. Donc ici, par exemple, si je veux aller à Toulouse, donc là, je suis dans la région de Lille, hein, proche de Béthune. Et donc, on va avoir 773 km pour pouvoir faire le trajet. Donc là, il me dit charge estimée une fois. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer. Donc là, je suis à 519 km d'autonomie. C'est ce qu'il m'estime. D'ailleurs, il me met la consommation là, en temps réel à l'arrêt avec la climatisation allumée, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc lui, il nous dit que la portée est insuffisante, hein, pour traverser la France. Donc on va réaliser le choix des bornes. Alors c'est pas vraiment un choix de bornes, vous allez voir. Là, il nous propose quand même 3 trajets différents, donc un payant, enfin 2 payants, un qui dure 8 heures, un qui est un petit peu plus long et un autre qui dure 9h40. Alors c'est marrant parce qu'il dit les 3 disent péage. Bon, voilà, il propose 3 trajets différents. Dans les paramètres, on peut bien sûr choisir d'éviter les routes à péage, les autoroutes, etc.
la diffusion audio, enfin bref, tout ce qui est lié au réglage d'un GPS standard, on va le retrouver dans les réglages. Et pour avoir les bornes, eh bien, il faut cliquer sur le petit éclair ici. Donc c'est pas hyper intuitif. La première fois, je comprenais pas pourquoi il me proposait pas justement ces réglages-là. Bon, maintenant, ça a l'air de fonctionner. Et donc maintenant, vous voyez, il me propose 2 charges, 3 charges même, pour faire réaliser ce trajet. Donc une première charge sur une station voilà, que je ne connais pas, Bicharge. Bon, apparemment, elle prend du 475 kW, donc c'est parfait pour la voiture, puisqu'elle peut prendre 300 kW, comme je le rappelle. Ensuite, une deuxième charge à un Ionity. Donc vous voyez, en plus, les charges sont vraiment étonnantes, hein. Là, il me fait arriver à 13%, ce qui est très bien, ça optimise pas mal la batterie, hein. On va pouvoir rouler pendant 3h45 et faire 365 km d'autoroute. Mais il me fait remonter qu'à 54%. Pourquoi ne pas me faire remonter à 80%? Donc là, en gros, il m'estime qu'un arrêt de 8 minutes pour après me réarrêter plus loin au bout d'1h25. Alors je sais très bien qu'il doit y avoir d'autres stations un petit peu plus loin. Donc voilà, le planificateur pour moi il est loin d'être parfait, hein, et je pense qu'il mérite encore quelques petites mises à jour pour pouvoir par exemple afficher les bornes et choisir celles que je veux, ou alors dire je privilégie que les Ionity, que les Fastned, Electra, etc. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir dans une voiture électrique qui n'est pas une Tesla et qui va gérer pas aussi bien que Tesla les charges sur les superchargeurs. Comme ça me laisse le choix des propres bornes à choisir pour ma convenance, etc. Bon, là, on peut voir quand même qu'il privilégie que des bornes qui montent jusqu'à 475 kW. En plus, on ne peut pas les visionner. Alors là, j'appuie, peut-être que si, je vais avoir une petite info, peut-être. Donc là, j'ai appuyé sur, par exemple, la 3e borne. Bon, voilà, on voit qu'il y a 8 connecteurs CCS type 2 475. Donc ça a l'air d'être quand même une grande aire d'autoroute. C'est une Fastned, hein, clairement. Donc voilà. Par contre, Bicharge, j'aimerais bien voir un petit peu ce que c'est. Donc je clique sur le 1. On va voir un petit peu ce que c'est comme borne. Vous voyez, c'est pas logique. En plus, c'est une borne qui fait que 50 kW alors que juste avant, ça m'écrit 475. Voilà, vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas très cohérentes. Donc moi, celle-là, j'aimerais bien pouvoir la supprimer. Et ben apparemment, on peut pas, hein. Ça serait bien de au moins pouvoir dire je supprime celle-là, tu m'en cherches une autre avant ou après. Mais là, c'est pas possible. On peut simplement les mettre en favori, mais bon, pour moi, ça n'apporte rien. Donc, recharger à 50 kW, non merci. Donc là, lui, il dit que je vais avoir 8 minutes d'arrêt pour faire 13%, 54%. Sur une borne 50 kW, ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, donc du côté du planificateur, il y a encore un peu de boulot. Mais bon, vu l'autonomie que possède ce véhicule, honnêtement, on peut rouler à vue et s'arrêter sur une borne d'une station de service classique d'autoroute. On sait qu'il va y avoir des bornes rapides. Et si on a un petit peu le doute, bon, pourquoi pas regarder avec ChargeMap ou autre. Alors comme vous pouvez le voir au niveau du poste de pilotage, on a un volant 2 branches comme ça. Il est plutôt sympa avec une partie style, alors je sais pas si c'est du vrai aluminium, non je pense que c'est du plastique. Mais en tout cas imitation aluminium qui est vraiment sympa. Je le trouve pas trop mal. Il est même plus beau que celui de la Tesla personnellement je trouve. Avec le petit logo Xpeng ici. On a un écran derrière le volant où on va retrouver les indications principales, donc la vitesse, le régulateur activé, etc. À droite, on va retrouver la partie multimédia. Alors pareil, ici, il faut que je regarde et que je m'attarde, mais j'ai pas réussi à personnaliser. Moi, j'aurais aimé avoir la consommation WLTP en temps réel. Je ne sais pas si c'est possible. Il me semble avoir vu pourtant dans différentes vidéos tests justement de ce G9. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu plus en détail. Et au centre, on va retrouver l'équivalent de ce qu'on voit chez Tesla, hein, sur l'écran principal, mais on le retrouve aussi à droite. Et chose qui est bien, c'est qu'on peut faire l'ensemble de l'écran comme ceci. Alors là, du coup, on n'a plus le GPS. On ne l'a plus non plus ici. Donc là, ça, par contre, c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir une répétition du GPS sur la gauche. Et si je remets ici, on peut mettre aussi, à contrario, complètement le GPS. Voilà, donc en full screen. Et donc, du coup, là, j'ai mon GPS intégralement sur l'écran de droite. Et on va dire mes informations de conduite au centre. Et sur la droite, donc, on voit ici que l'écran est noir. Mais en fait, il y a un... Alors là, ici, il est éteint parce qu'il n'y a pas de passager assis sur le siège passager, évidemment. Mais normalement, vous avez toute une partie multimédia qui est disponible pour le passager. Et il peut regarder YouTube, etc. Disney+, enfin, il y a plein d'applications. Donc normalement, si j'appuie sur l'écran, on devrait pouvoir s'afficher. Donc moi, vous voyez, quand je suis ici comme ça, on voit rien. Comme ça, je ne suis pas distrait par le passager qui pourrait regarder des vidéos, etc. Mais voilà, si je décale un peu la caméra, on voit bien l'écran multimédia. Ça, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est un truc qui devrait être dans toutes les voitures, on va dire, assez haut de gamme maintenant. Même chez Tesla ou chez d'autres constructeurs. Comme ça permet de un peu moins s'ennuyer quand on est passager. Et donc maintenant, si je passe côté passager, vous voyez,
eh bien, l'écran conducteur avec le GPS, etc. Mais aussi un écran rien que pour moi. Et donc là, si j'appuie dessus, je peux me connecter voilà, à différents espaces je dirais, de streaming vidéo, etc. Donc on a YouTube, Disney+, TV+, enfin Apple TV, pardon, Spotify pour la musique, Amazon Prime, Amazon Music, Apple Music, Xplay, TikTok, Instagram. Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses. Tout n'est pas encore parfait parce que, par exemple, si je vais dans Apple Music, c'est pas en français, alors c'est en une autre langue, je sais pas pourquoi. Donc, difficile de traduire. J'ai pas réussi à trouver comment changer la langue, mais je pense que ça reviendra avec des mises à jour hein, par la suite. Ça pose pas de problème. Mais dans tous les cas, on peut voilà, mettre notre abonnement musique. On a même droit, je crois, ici là ça dit qu'on a droit à un mois gratuit, si j'y arrive à traduire à peu près. Donc c'est plutôt sympa. Alors pour revenir au menu, on a un tout petit, j'ai cherché longtemps, hein, parce que je ne le voyais pas au début, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. On a ici, quand on appuie ici sur l'écran, on a deux petites barres et voilà, on peut revenir au menu principal. Non. Voilà, donc ici on peut réafficher le menu et revenir comme ça. Ensuite, on a par exemple YouTube qui va fonctionner sans problème. Donc si on met une de nos vidéos, voilà, donc on va retrouver les différentes vidéos que j'ai réalisées. Donc c'est vraiment très fluide en plus. La connectivité est intégrée 4G, donc même pas besoin de faire de partage de connexion ou quoi que ce soit avec son téléphone. Ça marche, je dirais, de série. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On peut monter jusqu'à 2K au niveau de l'affichage. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon là, ça rame un peu quand même. Voilà, c'était le temps que ça charge un peu. Maintenant, c'est fluide. Et le système son est vraiment génial. Hein. On peut aussi accéder au store, hein, comme je le disais, et puis installer différentes applications qui ne le seraient pas encore. Par exemple ici, Prime Video n'est pas installé, TikTok non plus. Alors c'était présent, on le voyait apparaître sur l'écran, mais je pense qu'il fallait l'installer puisque ça ne l'est pas encore. C'est de la préinstallation, je pense. Donc vraiment c'est cool. Donc on a un sous-menu ici. En fait là voilà, le son était réglable, était ici. Il suffisait de slider comme un téléphone Android, donc c'est plutôt pas mal. On peut régler la luminosité indépendamment des autres écrans, donc ça c'est vraiment pas mal. Et aussi le Bluetooth, on va pouvoir synchroniser des écouteurs, des casques sans fil, donc on peut activer ici le Bluetooth, et comme ça on ne dérange pas le passager pendant qu'il conduit. Moi je vais pouvoir ici tranquillement regarder mes vidéos YouTube pendant que madame va conduire, quand on fera notre vidéo road trip. On peut gérer également la musique, qui est, je dirais, la musique principale de la voiture directement sur cet écran. Comme ça on vient vraiment ne pas interférer avec l'écran du conducteur, surtout s'il est concentré sur son GPS. Ça, c'est très important, je trouve. Donc là, au moins, on est tranquille de ce côté-là. On n'embête personne. Alors, au niveau de l'assise des sièges, au niveau des, on va dire des équipements de série, on va retrouver des sièges chauffants, ventilés, massants à l'avant, hein, principalement. À l'arrière, je crois que c'est que des sièges chauffants. Ils ne seront pas ventilés ni massants. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et les différents types de massages, hein, vous avez les lombaires, tout le dos en forme de S, en vertical, en horizontal. Bref, ils ont vraiment poussé la chose très très loin. Alors ça peut être très agréable. Moi, je l'ai testé un petit peu. Bon, c'est bien une dizaine de minutes. Mais après, on va dire que c'est plus dérangeant qu'autre chose. Mais bon, ça, c'est mon ressenti. Hein. Il y a des gens qui vont adorer ce genre d'option. Et chose qui est vraiment géniale, c'est que au niveau de l'écran, vous allez pouvoir tout régler, même les sièges. Généralement, les sièges se règlent directement avec les manettes qu'on retrouve sur le côté. Donc là, c'est le cas, hein, on en a également. Mais on va retrouver aussi un menu spécial qui va vous permettre justement de faire tous les réglages des sièges, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Puisqu'à l'arrière, oui, les sièges sont réglables aussi au niveau de l'inclinaison. Donc c'est vraiment très intéressant parce que pour les passagers, ils seront vraiment bien installés. Au niveau des aides à la conduite, hein, donc comme je le disais, on a l'autopilote, mais on va avoir aussi un système de caméra 360 degrés. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc pour, voilà, pour naviguer, etc., c'est vraiment pas mal. Et on va avoir aussi le park assist. Donc c'est la fonction qui permet à la voiture de se garer toute seule dès qu'elle observe et qu'elle voit sur des places de parking disponibles. Donc là, vous voyez, je fais marche arrière. On voit bien toutes les places de parking disponibles. Donc je vais repasser en marche avant. Voilà, donc là on voit le logo parking qui apparaît, donc je vais appuyer dessus.
Et normalement, il devrait pouvoir détecter. Donc on va avancer doucement, on va voir s'il voit une place de parking. Donc vous voyez, regardez, il y en a partout. Je peux choisir celle que je souhaite. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais en choisir une. Voilà, et je fais démarrer l'autoparc. Donc je lâche tout. Et regardez, je ne fais rien. Tout se fait naturellement. Oui, c'est automatique, c'est vraiment génial. C'est assez impressionnant quand même. Et voilà, la voiture s'est arrêtée. C'est terminé, stationnement terminé. Et ça a mis automatiquement le frein de stationnement. C'est très 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 efficace et je peux vous dire qu'on est vraiment bien garé. On va regarder ça tout de suite. Alors, je vous laisse constater par vous-même. Alors, est-ce qu'on est bien garé? À droite, c'est parfait. Même à l'arrière, il a laissé une légère marge de sécurité. Donc à l'avant, je ne dépasse pas. Donc c'est des places de stationnement, tout ce qu'il y a plus banal. Et à gauche aussi. Alors je suis un petit peu plus serré à gauche. Mais honnêtement, ça fait le taf. Alors normalement, il y a une application mobile aussi qui permet de garer la voiture depuis son téléphone en restant à côté. Malheureusement, je n'ai pas accès à l'application. Je suis désolé, j'aurais bien voulu tester et vous montrer cela. Je pense que ça devait être vachement intéressant. Alors on va refaire un mode parking, puisque c'est vrai que sur la caméra que j'ai utilisée précédemment, on ne voyait pas grand chose. Donc je vais rebasculer en marche avant. C'est reparti, je sors de ma place de parking. Je roule tout doucement. Alors, je vais lever ici pour que vous voyez un petit peu. Donc là j'appuie sur le P. Voilà, vous voyez, il m'a trouvé directement plusieurs places. Donc là la voiture n'a pas... Alors elle a du frein régénératif mais pas jusqu'à l'arrêt complet. Donc là j'avance à même pas 1 km/h, je suis vraiment très très lent. Donc là je vais m'arrêter. Donc là il me demande de choisir une place de parking. Donc celles qui sont à droite ne sont pas accessibles puisqu'elles ne sont pas bleues. Donc c'est pas possible de les utiliser. Mais je vais faire celle-ci, celle qui est beaucoup plus en avant pour voir. Et je fais démarrer autopark. Je lâche le frein. On entend les clignotants. Alors là, elle a mis le clignotant à droite. Parce qu'elle va devoir manœuvrer. Et regardez le volant qui tourne tout seul, c'est vraiment génial. Hop là, marche arrière. On voit du coup en même temps avec la caméra. Donc du coup, on voit très très bien ce qui se passe. Et hop, elle s'arrête toute seule. Elle refait un ajustement et hop, terminé. Cette option-là, elle est vraiment topissime. Je sais que c'est dispo aussi sur Tesla quand on a l'autopilote amélioré. On a aussi les alertes d'angle mort, donc avec un petit logo qui apparaît dans le rétroviseur, hein, les fameux petits logos orange. Et bien sûr, vous avez aussi tout ce qui est système qui permet, on va dire, contrôle de la fatigue, etc., qui est surveillé ici par des petits capteurs. Donc on le voit hein, ici directement. Donc vous êtes pas mal surveillé. Même pareil, si vous ne tenez pas régulièrement le volant et qui voilà, va détecter si vous avez une attention qui est un peu baissée. Vous aurez des petits messages d'alerte. Vous avez le maintien de vous en ligne, hein, évidemment, et aussi un régulateur de vitesse adaptatif standard si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser l'autopilote. On aura également un grand toit vitré. Alors, il n'est pas occultant malheureusement, que ce soit mécanique ou électronique. Ça sera uniquement un toit vitré, on va dire, comme sur le Tesla Model Y, qui est, on va dire, traité certainement au niveau UV. Et aussi, on voit qu'il est légèrement teinté. Hein. Donc, du coup, il va résister un petit peu. Ça va laisser passer un peu moins, on va dire, le... Ah, petite alerte sonore. Donc là, vous l'avez entendu, je n'avais pas les mains régulièrement sur le volant. Donc ça me l'a signalé par un avertissement sonore. Je devais avoir aussi un message, à mon avis, que je n'ai pas vu justement à l'écran. Donc là, il me l'a bien stipulé, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, si je ne fais rien, au bout d'un moment, il y a même la ceinture qui va venir me tirer ici pour me mettre des à-coups. Donc on va faire le test, on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre la caméra, je vais vous filmer en même temps ce qui se passe derrière le volant au niveau du petit écran. Donc j'ai le mode autopilote activé, donc je ne tiens pas le volant et on va voir ce que va me dire la voiture. Donc normalement ça va commencer par un message qui apparaîtra à l'écran qui me dira de bouger légèrement le volant ou d'avoir les mains sur le volant. Alors c'est pas du capacitif, hein. Vous voyez, si je touche, il ne se passe rien, que ça soit sur le haut ou sur le bas. Il faut vraiment tourner légèrement le volant, comme c'est écrit. Donc ici vous avez un message rouge. Voilà, premier avertissement sonore, on l'entend bien. Ça clignote ici rouge sur l'écran, voilà. Et là, je sens la ceinture qui me tire.
Donc voilà, je vais reprendre le contrôle parce que si je le fais pas, ça va me le désactiver. Alors je crois que la voiture ne s'arrête pas, hein. Ça va désactiver tout simplement l'autopilote. Et après vous êtes puni. Comme Tesla, il faut vous arrêter, mettre le frein de parking et redémarrer pour pouvoir réactiver l'autopilote. Sinon il reste désactivé, et voilà, en fait jusqu'au prochain arrêt. Alors au niveau consommation, là pour le moment, je suis autour des 22,1, 22,2 kWh au 100. Alors je roule entre 120, 130, donc il y a des petits ralentissements là, le temps que je fasse les dépassements, tout ça. Mais bon, je pense qu'on va, si on arrive à faire du 130 tout le long, on va être autour des 130 km/h, sachant que je roule pas en mode sport, je suis en mode standard. C'est largement suffisant pour faire de l'autoroute de toute façon. Et la puissance délivrée en mode sport ou en mode standard, honnêtement, on va dire qu'il y a peu de différence. Déjà en mode standard, c'est très très puissant, hein. C'est vraiment largement suffisant pour rouler comme ça sur des conditions de route d'autoroute. Donc ici, hein, vous voyez qu'au niveau de l'affichage en mode autopilote, ça ressemble énormément à ce qu'on voit chez Tesla, hein, avec la fameuse bande bleue qui apparaît au centre de la voiture pour dire que voilà, on est en mode autopilote. Alors si je mets pas l'autopilote mais simplement le régulateur de vitesse, donc je vais vous montrer. Donc je baisse une fois le commodo et là j'ai voilà ce qu'ils appellent le X-Pilote RVA activé. Donc là on n'a pas de ligne bleue, on n'a rien. On n'a pas de maintien de voie, donc il faut faire attention. Ça vous dit simplement attention quand on déborde sur la voie de droite ou la voie de gauche, vous avez un message rouge et le volant, je crois que le volant vibre légèrement. Alors je vais faire le test. Alors on a un petit signal sonore et en fait ça vient corriger directement la trajectoire en fait. Et quand c'est à gauche, ça bip à gauche, et quand c'est à droite, ça bip à droite, comme les clignotants, donc c'est vraiment pas mal. Et on a juste la voiture bleue devant nous, hein, qui nous indique qu'en fait on est bien en, on va dire, pas autopilote, mais régulateur de vitesse adaptatif. Donc sachant aussi qu'on peut régler avec les molettes de gauche la distance que la voiture nous précède, hein. Donc ici, si j'appuie à gauche, je réduis, et si j'appuie à droite, j'agrandis la distance avec la voiture qui est devant moi. Donc là, je suis à 124 km/h. On peut activer l'autopilote uniquement si on est en dessous de 125, enfin jusqu'à 125 km/h. Si on est à 126, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut mettre l'autopilote à 125, puis après avec la molette de gauche ici, augmenter jusqu'à 130. Donc là, on le voit, hein, ici sur l'écran. Je viens de monter à 130 km/h. Donc la voiture va accélérer et prendre ses 130 km/h avec l'autopilote activé. Au niveau du système son, on est sur du Dynaudio, donc comme ce qu'on a déjà vu chez BYD notamment, hein, les Chinois généralement leurs voitures sont équipées du système Dynaudio. C'est rare qu'on ait d'autres systèmes comme Bang & Olufsen ou Harman Kardon, etc. C'est généralement plus sur des voitures européennes, j'ai envie de dire. Donc là on est sur du Dynaudio, mais du Dynaudio honnêtement c'est vraiment très très qualitatif. Vous ne serez pas déçus au niveau du système son. Donc on retrouve des petits satellites, hein, à droite et à gauche de la planche de bord, justement où c'est écrit Dynaudio. Moi je trouve ça très joli, ça s'intègre très très bien sur la planche de bord, qui est quand même mine de rien assez épurée. On va pas retrouver 50 boutons, hein, c'est comme Tesla, tout se passe sur l'écran. Les seuls boutons qu'on va retrouver, c'est ici sur le volant. On va retrouver un pad à induction ici à gauche uniquement. Alors je ne sais pas pourquoi à droite il n'y en a pas, c'est un peu dommage. Alors, par contre il n'est pas ventilé, c'est un peu dommage, alors que je sais que sur la Xpeng G6, cet emplacement est ventilé, parce que on sait que les recharges à induction de téléphone portable, ça a tendance à chauffer quand même pas mal. Donc là c'est un peu dommage. Alors ici on le verra de nuit, hein, je vous ferai des petits plans vidéo, mais on retrouve un bandeau lumineux au niveau de la partie aluminium, ici tout au long de la planche de bord. Donc c'est vraiment très joli, ça donne un aspect très sympa de nuit. Alors premier ressenti, hein, de conduite, honnêtement on est extrêmement bien installé dans ce véhicule. Les sièges sont très confortables, ils ne sont pas raides. L'assise est plutôt pas mal et assez grande, donc ça vient quasiment jusqu'en dessous du genou. Ça je trouve ça vraiment bien. Et justement cette assise elle est réglable au niveau des genoux, donc vous allez pouvoir allonger ou raccourcir l'assise. Donc c'est vraiment très 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 intéressant de ce côté. Ça va s'adapter à quasiment toutes les morphologies, hein, j'ai envie de dire, en fonction de votre taille. C'est vraiment très très bien de ce côté. Donc c'est un véhicule qui est vraiment fait pour avaler les kilomètres, ça se sent, hein, au niveau du confort, des aides à la conduite, du multimédia, etc. hein, aussi bien pour les passagers. Alors malheureusement rien pour les passagers arrière, c'est un petit peu dommage. Parce que, au prix du véhicule, hein, je le rappelle quand même, sur cette version de performance à 74 000 €, hein, on va arrondir, bah ça fait cher quand même, hein, puisque là ici ils n'ont pas d'écran. Alors ils ont des ports USB, etc. pour se recharger, mais ça aurait été bien d'avoir un petit écran soit au niveau de l'appui-tête
même en option, hein, pourquoi pas, ou à l'arrière directement côté ventilation. Ça aurait été vraiment cool pour les passagers. Alors une chose qui est plutôt pas mal sur les places arrière ici, c'est qu'on peut régler l'inclinaison des sièges directement ici avec la télécommande qu'on retrouve ici dans la portière. Donc je vais vous montrer, vous allez voir. Donc je peux baisser complètement le siège et être beaucoup plus incliné, ou au contraire le redresser. Donc là le siège est réglé pour moi, hein, donc pour ma position de conduite. Je crois même qu'il est plus reculé parce qu'il est en mode invité. Ce qui fait que on a quand même regardé la place aux jambes que j'ai encore, et je fais 1m79. Donc je peux glisser mes pieds en dessous aussi assez facilement. Donc vraiment on peut être très bien installé. Alors on a aussi des aumônières ici pour voilà des petits espaces de rangement. On retrouve tout en bas des ports USB-C ici à droite et A à gauche. Donc on peut recharger nos smartphones, etc. Donc c'est pas mal. Par contre, réglage de ventilation classique, pas de petit écran ou quoi que ce soit. Donc ça, malheureusement, c'est pas comme chez Tesla. C'est un petit peu dommage hein, à ce niveau de prix. On aurait aimé avoir un petit écran tactile, on va dire, pour avoir une sorte de climatisation trizone. On retrouve aussi des boutons de réglage directement ici. Si vous êtes, on va dire, mal installé à l'arrière, mais bon, vu la place, ça m'étonnerait de pouvoir directement avancer ou reculer le siège. Mais même pour le conducteur qui a besoin d'accéder directement au réglage du passager pour faire monter quelqu'un, par exemple, si le siège est trop avancé, il peut rapidement le reculer directement avec des raccourcis. Ça, je trouve ça vraiment très pratique. On va retrouver aussi des lampes de lecture ici à LED qui éclairent très bien, et aussi des poignées de maintien. À l'avant, on va retrouver ici un range lunettes, donc très pratique, ça évite que ça se balade dans les portières. Moi, je trouve ça pas mal à cet endroit-là. Bouton SOS, les warnings, et on va retrouver un grand miroir de courtoisie pour le passager avec le fameux mode maquillage qu'on peut retrouver sur cet écran pour le passager. Donc en fait, ça va simplement changer la couleur ici de la LED, donc avoir une teinte froide, chaude, tempérée, etc. Un espace aux jambes qui est vraiment énorme, je trouve. On est vraiment très bien installé, mais par contre, ça vient en pâtir sur le coffre qui n'est pas si grand que ça. Alors au niveau du coffre, il n'est pas géant, hein. Je m'attendais à beaucoup plus grand. Alors là, j'ai le système de matelas gonflable pour passer en mode camping. Alors évidemment, je vais faire le test, hein. Je vais faire une vidéo, on va tester tout ça avec le système V2L. D'ailleurs, l'adaptateur est là, je vous le montre. Donc là, ils ont fait simple, une seule prise. Vous mettez une multiprise, hein, puis ça fera l'affaire si vous avez besoin de plusieurs appareils. Donc 16 ampères maximum. Donc vous branchez ça et puis voilà, vous avez de l'électricité gratuite avec votre voiture pour alimenter ce que vous voulez, une bouilloire, une cafetière, peu importe. Et donc le système de matelas s'enlève. Là aussi, la trappe coulissante qui est une simple trappe, je dirais, en tissu. Hein, c'est tout simple, c'est pas une planche rigide. Elle s'enlève, c'est par système de pression. En fait, vous tirez, vous décalez les loquets sur ressort et puis vous enlevez la trappe. Donc je vais enlever tout ça et on va regarder réellement ce que donne la capacité du coffre. Alors on a évidemment un sous-coffre, donc je vous montre ça, qui est pas très profond hein, pour le coup. Vous avez juste de quoi mettre un câble T2 et puis à la limite quelques petits accessoires comme ici par exemple le kit de sécurité. Et ici on a une trappe manuelle, malheureusement pas électrique, pour accéder à l'avant. Et surprise, est-ce qu'on a un frunk? Oui, on a un frunk et il est plutôt pas mal. Alors il n'est pas très profond, mais il est très large, donc je pense qu'une valise cabine, ça doit pouvoir rentrer. Donc j'ai tout enlevé, j'ai enlevé la plage, j'ai enlevé le matelas gonflable. Alors on commence à avoir quand même plus d'espace, hein. C'est vrai qu'il prenait beaucoup de place, ce matelas. Regardez la place que ça prend en largeur, enfin en profondeur surtout même. Donc là ici, on est tranquille, on récupère tout l'espace à bord. Et là, ça commence à être quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est pas beaucoup plus grand qu'un modèle Y, voire je dirais même que ça fait la même taille ou presque. Donc quand on voit le gabarit du véhicule, c'est assez étonnant. Alors oui et non en fait, hein, puisque rappelez-vous, à l'arrière, on a un espace à bord qui est vraiment gigantesque pour les passagers arrière. Et c'est ce qui va faire justement le fait qu'on n'a pas un coffre si grand que ça par rapport au gabarit du véhicule. Chose intéressante aussi, on a des raccourcis directement ici pour rabaisser les sièges, donc ça c'est plutôt cool. Et on a surtout des boutons qui permettent de rehausser ou de baisser le seuil de charge de la voiture. Donc en fait, ça vient jouer sur les suspensions pneumatiques qui vont se baisser ou se lever pour vous aider à charger le coffre. Ça, c'est plutôt pas mal comme option, je trouve. Alors je voulais vous montrer aussi le côté passager, parce que regardez, alors ça c'est une option.
on peut directement lever aussi au niveau des jambes et complètement s'allonger pour être en total repos. C'est vraiment pas mal. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et on va retrouver plein de caméras tout autour de la voiture. C'est ce qui va permettre de pouvoir se garer facilement, avoir une vue 360 degrés, même avec on va dire une petite intelligence artificielle qui représente la voiture en 3D et aussi qui va nous permettre de faire le park assist automatique. Vraiment, c'est une option qui est vraiment pas mal et en plus, contrairement à d'autres, elle voit une multitude de places que vous pouvez choisir vous-même. Donc les caméras, donc on en a une ici qui voit à l'arrière, deux ici au niveau des rétroviseurs, quand même impressionnant. On va en retrouver évidemment sur le haut du pare-brise, donc qui va permettre aussi l'autopilote évidemment. On retrouve aussi des capteurs de stationnement tout autour, la petite caméra ici à l'avant. Et on va retrouver également de l'autre côté, identique, mais aussi à l'arrière. La caméra se situe ici et aussi également en haut de la malle. Donc vous voyez, il y en a vraiment partout. Et la trappe électrique qui remonte ici dans la carrosserie, c'est vraiment bien intégré. Par contre, ils mettent un cache pour le combo CCS. Donc si ça se referme, il faut faire attention parce que ça peut être pris dedans. Alors regardez-moi cette ligne, on dirait vraiment un Range Rover. On dirait limite le Velar. Avec cette partie avec béquet à l'arrière. Je trouve ça vraiment sympa. Latéralement, il est vraiment très très beau, très sobre. Il fait très luxueux avec ses jantes de 21 pouces. Alors c'est 21 pouces les jantes. C'est vrai que j'avais oublié de le préciser. Donc on est en 255-45, 21 évidemment. Mais pour autant, c'est très silencieux. On n'entend quasiment pas les bruits de roulement, pour ainsi dire, pas du tout. Alors au niveau du look du véhicule, j'en ai pas parlé, c'est assez sobre mine de rien, même si avec les jantes, les finitions noir mat sur le logo Xpeng avec le logo G9 aussi au niveau de la malle, ça lui donne un look assez joli, assez sportif avec ses jantes. Mais ça reste quand même un véhicule assez propre, assez sobre. Quand on regarde au niveau latéral, on a vraiment l'impression de voir un Range Rover, clairement. Mais bon, voilà. Après, dans ce gabarit de SUV, on ne peut pas forcément faire de miracle si on veut beaucoup d'habitabilité. Donc, on ne peut pas faire un toit coupé ou des trucs comme ça. Mais bon, même sur la face avant, je trouve qu'ils n'ont pas pris beaucoup de risques, contrairement au G6, où lui, je trouve, a quand même une face avant qui est un peu plus jolie, un peu plus atypique et qui se démarque des autres. Donc voilà, donc au niveau du design, on aimera ou on n'aimera pas. Et le fait d'avoir un design aussi un peu cubique, j'ai envie de dire, va forcément ne pas aider à la consommation. On a un CX qui n'est pas génial sur ce véhicule. Mais bon, voilà, je trouve que pour 2 tonnes 3, 500 chevaux, avec une grosse batterie comme ça et de la recharge ultra rapide, on est sur des consommations qui sont, on va dire, correctes pour le gabarit du véhicule. Clairement, il y a la concurrence fait mieux, notamment la Tesla. Vous prenez Tesla Model Y, ça fait largement mieux. Mais voilà, vous n'avez pas de plateforme 800 volts, donc vous ne ferez pas un 10-80% en 20 minutes avec 400-450 km d'autonomie sur autoroute à 130 km/h. Je le rappelle. Donc ça, c'est vraiment son plus gros point fort sur ce G9 Performance. Et ensuite, ici, on a un onglet multimédia, les 4 petits carrés qui nous permet justement d'accéder à différentes catégories, différents réglages, notamment la climatisation. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses et on retrouve également les applications qu'on retrouvait côté passager. Donc YouTube, Apple Music, Instagram, TikTok, etc. Mais évidemment, donc là, si je le lance, il va nous dire que je ne peux pas puisque je suis en train de rouler en fait. C'est des conditions de sécurité. Mais on peut lever les restrictions, d'après ce que je lis là. Pour assurer la sécurité du conducteur, le système limite l'activation ou l'utilisation des fonctions de divertissement à bord de la voiture pendant la conduite. On peut faire aller au réglage et on peut apparemment lever les restrictions. Donc si je fais ça, donc je prends conscience que je prends des risques de faire ça. Et en théorie, je devrais pouvoir, tout en étant en marche avant, accéder à YouTube tout en roulant. Alors il est logique, oui et non, vous prenez vos responsabilités. Si vous voulez regarder YouTube tout en roulant, eh bien j'ai envie de dire, c'est à vos risques et périls. En tout cas, le Xpeng se prémunit bien dans les réglages que voilà, il y a un avertissement. Si vous levez cette restriction, il y a forcément des conséquences.
Alors au niveau du multimédia, comme je le disais, on a YouTube, Spotify en natif, Apple Music, etc. C'est plutôt pas mal. On peut même rajouter des applications qui seraient pas encore installées. Donc ça, c'est sympa. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Je ne sais pas si ça sera faisable avec une mise à jour par la suite. Je crois que le G6, c'est le cas. Je crois qu'il y a eu une mise à jour dernièrement qui permet justement d'avoir cet Apple CarPlay et Android Auto. J'aurais aimé l'avoir sur ce véhicule. Malheureusement, c'est pas possible. Alors peut-être que c'est en connectant en câble USB. J'ai pas fait le test. Il faudrait que je fasse le test pour voir. Mais il me semble que non. Alors une chose que je trouve dommage, c'est sur la ventilation. On n'a pas de raccourci rapide pour pouvoir, j'ai envie de dire, régler la ventilation. Alors si, on peut le faire avec les commodos de gauche au niveau des boutons ici quand vous n'êtes pas en autopilote. Vous pouvez régler directement la climatisation au niveau température et vitesse de ventilation. Donc quand vous faites ça, vous sortez du mode automatique si vous l'êtes. Et sinon, vous avez des raccourcis ici directement à l'écran. Mais par contre, si vous voulez régler rapidement le flux d'air, etc., en appuyant sur la température, ça ne fonctionne pas, hein. Ici, vous appuyez, vous avez un menu qui apparaît. Alors si j'appuie sur les 3 petits points, là, ça apparaît. Donc il faut faire 2 étapes. Je trouve que ça aurait été bien d'appuyer directement ici, d'avoir tout de suite le menu. Et on se retrouve sur un menu, voilà, supplémentaire pour régler là. C'est là seulement qu'on peut faire le réglage des flux d'air. C'est plutôt pas mal, hein, clairement. D'ailleurs, quand on regarde, ça ressemble énormément aussi à ce que fait Tesla, hein. Je pense qu'il y a une grande inspiration et je pense qu'ils ont eu raison puisque ça se marie très bien avec l'écosystème, les réglages, etc. Et en plus, quand on vient d'une Tesla, on n'est pas trop perdu. C'est ça qui est bien aussi. Par contre, pour ajuster le flux d'air, hein, ici, comme je l'expliquais, c'est pas très précis. Il faut être absolument dans la zone, là, vous voyez, comme ça. Et encore, ça marche pas toujours. Là, il faut que j'appuie. Ça apparaît. Il faut appuyer une seconde fois. Ouais, c'est pas hyper intuitif. C'est pas aussi intuitif que ce que peut faire Tesla par contre. Alors ça fonctionne, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pas hyper ergonomique, je trouve. Le ressenti au niveau du toucher, appuyer pour que ça, voilà, on peut les arrêter. Par contre, ça c'est quand même un point positif, contrairement à ce qu'on n'a pas chez Tesla. On ne peut pas supprimer une buse d'aération, hein. C'est soit on la dirige vers le bas ou vers le haut, droite, gauche, mais on ne peut pas dire là tu souffles plus, tu te fermes. Là on peut en appuyant directement dessus. Mais bon, c'est pas, vous voyez, j'appuie, c'est pas. Tout à l'heure j'ai eu du mal à le mettre en route. Bon là ça y est, ça a l'air de bien fonctionner. C'était peut-être aussi moi le temps que je prenne en main et que je m'habitue un petit peu à l'interface. Alors je reviens sur l'autopilote parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit en début de vidéo qu'il fallait être à 125 maximum pour pouvoir l'activer. Eh ben, c'est faux, ça marche à 130 km/h. C'est juste que les conditions n'étaient pas réunies. Alors je vous montre. Alors je ne sais pas si vous voyez le petit logo LCC, voilà, avec je ne sais pas si c'est un volant. Mais des fois il passe en gris foncé et des fois en gris clair. Donc quand il est en gris clair, transparent, vous n'avez pas les conditions réunies pour pouvoir activer le fameux autopilote. Et quand ils le sont, quand il est foncé, là vous pouvez l'activer. Donc là je peux le faire. Donc là malheureusement ça n'a pas marché. On va refaire une tentative. Donc je vais essayer de me stabiliser à 130. Je vais mettre le régulateur, voilà. Et une fois le régulateur activé, alors je ne vais pas le mettre à 133, hein, on va rester à 130 quand même. Hop. Voilà. Et là, j'ai pu l'activer. Donc, c'est assez bizarre comme comportement. Donc, il faut être assez rapide. Quand le logo passe au gris foncé, ça fonctionne. Alors, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que ça fonctionne assez facilement à 130 si vous avez déjà le régulateur de vitesse adaptatif activé. Quand vous ne l'êtes pas, je pense qu'il lui faut une vitesse stable à cette allure-là. Il considère peut-être qu'au-delà de 125 km/h, il lui faut une vitesse stabilisée pour pouvoir activer ce fameux autopilote. Ou X-Pilote, hein, comme Xpeng le dit. Alors au niveau de l'ambiance intérieure, la sonorisation, etc., les bruits de roulement, on ne les entend quasiment pas. Pourtant, on est sur des grosses jantes, hein, je crois que c'est 20 ou 21 pouces, il faudra vérifier d'ailleurs. Je vous mettrai la petite image, je vais vous mettre des plans séquences, hein, bien évidemment, de toute la voiture. Mais vu la taille des jantes, des pneus, on pourrait s'attendre à avoir quand même un bruit de roulement, surtout à 130 km/h. Et là, honnêtement, rien du tout. C'est vraiment très agréable de ce côté. Au niveau des bruits de vent, hein, des bruits d'air, on en a légèrement, mais ça va, c'est pas énorme, hein. Je trouve que ça, c'est très correct. Pourtant, vu le gabarit du véhicule, on pourrait s'attendre à en entendre beaucoup.
Mais en fait, non, ça reste très raisonnable à 130 km/h. Là, il y a un petit peu de vent et c'est seulement maintenant que je l'entends. Tout à l'heure, on était sur une portion de route où il n'y avait pas vraiment de vent. On était bien, entre guillemets, protégé. Et on entendait très peu de bruit de vent. Donc franchement, de ce côté-là, un gros point positif. Alors à l'arrière, les sièges sont également massants. J'ai dit une petite bêtise aussi tout à l'heure. Je pense que c'est aussi lié peut-être à la finition du véhicule. Peut-être qu'on n'a pas les sièges massants à l'arrière. Si on n'a pas les fameux sièges, parce que ça, je crois que cette option cuir marron comme ça, c'est une option également. Et donc, il doit certainement donner lieu aussi à des sièges massants à l'arrière. Donc, comme je le disais, hein, les passagers, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, sont vraiment très bien installés. On a une option aussi qui est plutôt pas mal, c'est le soft close, regardez. Et hop, ça se ferme tout seul. Ça, c'est vraiment génial. On l'a à l'avant, mais aussi à l'arrière. C'est vraiment top. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose de très intéressant. Vous voyez ici les petites satellites de Dynaudio, hein. Donc, on a à droite et à gauche. Et bien, regardez quand je verrouille la voiture, ce qui se passe. Il rentre dans l'habitacle. Et on a une petite sonnerie de fermeture. C'est pas forcément un bruit de klaxon. Vous pouvez le choisir. C'est comme vous voulez. Je trouve ça plutôt sympa. Ça change un peu. Et pareil, hein, à l'ouverture, on entend une petite sonnerie et on a tout un effet lumineux qui apparaît sur le bandeau à l'avant et au niveau des LED à droite et à gauche, ainsi qu'au niveau des phares. Voilà donc bilan avec cette Xpeng, hein, après voilà, des premiers tours d'essai, 200 km, déjà 250 km parcourus. C'est un bonheur cette voiture. Alors certes, elle n'est pas exempte de défauts, hein. Voilà, le planificateur qui n'est pas parfait, ça peut être corrigé par des mises à jour, donc je ne m'inquiète pas. Mais vu l'autonomie qu'elle a, clairement, c'est pas un problème. Vous planifiez vous-même votre trajet, vous regardez à peu près au bout de 300-350 km. Allez, on va dire même 350 km si vous partez à 100% facilement. Une borne de recharge rapide, puisque c'est du 800 volts, donc privilégiez les Ionity, les Fastned ou les Electra, ça marchera très bien. Et comme ça, vous pourrez utiliser le plein potentiel de cette recharge rapide de cette voiture. Donc clairement, c'est un défaut pour le planificateur, mais c'est vraiment pas un problème vu le nombre d'applications qu'on a maintenant sur nos smartphones pour trouver des bornes. C'est hyper simple, on peut presque même naviguer à vue sur l'autoroute sans se soucier de mettre un planificateur. Vous savez que quand il vous reste à environ 20%, vous dites bon bah la prochaine aire de repos, je m'arrête et je vais avoir forcément une borne de recharge. Le problème c'est que si vous n'avez pas de planificateur, d'application, etc. pour vérifier ce que c'est comme type de borne, ça peut être un peu la loterie. Mais voilà, mis à part ça, clairement, c'est pas vraiment un problème. Mais j'espère qu'on pourra changer cela et avec des mises à jour et choisir par exemple un type de borne qu'on voudrait avoir uniquement en recherche. Par exemple, je filtrerai que sur des Ionity, que des Fastned, Electra, etc. Tesla. Comme ça permettrait de encore plus faciliter la planification de son parcours. Deuxième point négatif, c'est qu'on n'a pas de CarPlay Android Auto pour le moment. Alors je pense que ça va arriver via des mises à jour parce que sur l'Xpeng G6, il y a eu une mise à jour récemment. La chaîne EV est sur le coup. Là, normalement, à l'heure actuelle où je sors la vidéo, ils auront peut-être déjà publié la leur. Et je sais qu'ils ont maintenant Apple CarPlay et Android Auto en natif directement. Alors je ne sais pas si c'est en sans fil ou non. Peu importe, j'ai envie de dire, même de toute façon si on a des câbles USB, des ports USB, etc., c'est pas très grave. Mais en tout cas, si on voit ça arriver sur le G6, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas sur le G9. Donc clairement, c'est vraiment une bonne chose. Ça ne devrait pas tarder. C'est pas définitif. Comme BYD, c'était pareil, hein, il n'y avait pas de CarPlay sans fil, puis c'est arrivé après sur la BYD Seal, donc c'était nickel. Et autre point négatif, bon, c'est la consommation, elle n'est pas exceptionnelle, hein. On était à 23 kWh au 100 là, sur les 200 km que j'ai parcouru d'autoroute à 130 km/h. Alors j'ai eu des ralentissements, etc. Je n'ai pas été constamment à 130, mais une bonne partie. Et honnêtement, 23 kWh au 100, bon, c'est pas la meilleure, clairement, mais vu la taille de la batterie et sa vitesse de charge, je pense que c'est pas vraiment un gros problème. Le coffre qui n'est pas si géant que ça, hein, quand on voit la longueur de la voiture, j'aurais aimé avoir un coffre un peu plus grand que ce qu'il propose. Bon, après, à contrario, on a un espace à bord à l'arrière qui est vraiment génial. On est bien installé, on peut incliner son siège, on peut avoir les sièges maçons, etc. C'est vraiment top. Et le dernier point négatif que je peux donner, c'est son tarif, hein. On est quand même à 74 000 € pour cette version performance. Alors, je pense que le meilleur compromis à faire, c'est de prendre la version standard
avec la grosse batterie. Comme ça, vous aurez encore une meilleure autonomie, une meilleure efficience par rapport à ce performance. Et là, vous pourrez faire plus de 400 km d'autoroute facilement à 130 km/h, les doigts dans le nez. Mais on sera quand même à 63-64 000 euros. Ça commence à faire très cher, sachant qu'un modèle Y long range est un peu moins cher, mais vous n'aurez pas la plateforme 800 volts et vous n'aurez pas un 10-80% en 20 minutes, hein, clairement. Vous serez plus autour des 30-35 minutes. Alors certes, vous aurez une meilleure efficience, peut-être potentiellement quasiment, on va dire, la même autonomie, et encore, je ne suis pas certain, mais voilà, vous allez être plus long à recharger sur les stations de recharge. Et maintenant, les points positifs, ou du moins les points que j'ai adorés sur ce véhicule. Le premier, c'est le confort de conduite, il est vraiment exceptionnel. Les sièges sont très confort, c'est un bonheur. Le fait qu'il soit ventilé, chauffant, massant, c'est vraiment top. La sonorisation qui est vraiment top, on n'entend quasiment pas les bruits de roulement. Ça m'a assez impressionné quand même au niveau des pneus. Pourtant, c'est du standard, je crois que c'est des Michelin. Mais honnêtement, on retrouve la même chose par exemple chez Tesla et ça fait un petit peu plus de bruit pourtant. Alors attention, hein, c'est relatif ce que je dis, c'est pas non plus désagréable. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une voiture électrique, donc clairement, les bruits qu'on entend, c'est forcément ceux-là, vu qu'il n'y a plus de bruit de moteur. Le deuxième point positif, c'est tout ce qui est multimédia, entertainment, etc. à l'intérieur de la voiture. C'est vraiment top, aussi bien pour le conducteur que le passager qui a son propre écran, c'est vraiment top. YouTube, etc. Là, elle pourra faire ce qu'elle veut avec ses propres écouteurs en Bluetooth sans gêner personne, qui que ce soit dans la voiture, c'est génial. Et l'autopilote qui est, certes, il n'est pas parfait, hein. Il y a des petits freinages fantômes assez réguliers, beaucoup plus que ce qu'on a sur une Tesla par exemple, mais ça va, ils ne sont pas trop violents, c'est pas des gros coups de frein. Donc c'est pas tellement gênant. Par contre, le changement de voie automatique, etc., ça marche super bien. Ça accélère au moment où vous doublez, etc. Franchement, moi j'ai trouvé ça top. Franchement, je le préfère largement à mon autopilote Tesla, clairement. Et en plus, c'est en natif, un changement de voie. L'autopark aussi, hein, que j'ai présenté, que j'ai testé, c'est top. Franchement, il n'y a pas besoin de débourser 3 800 ou 7 000 euros pour avoir un autopilote et un rangement automatique de parking. Là, vous l'avez en natif. Voilà, donc clairement une expérience de conduite qui a été excellente pour moi. C'est la meilleure voiture que j'ai jamais testée jusqu'à présent en voiture électrique. C'est vraiment le top. J'ai hâte maintenant de tester le G6 qui est un vrai concurrent au Tesla Model Y. Et c'est à se poser la question si je devais reprendre un SUV, est-ce que je reprendrais un Tesla Model Y? C'est pas sûr. En tout cas, on verra, on pourra répondre à cette question quand j'aurai le G6 en main et que je pourrai vous en faire une vidéo et vous le tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. Si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, surtout pensez à activer la cloche puisque je vais encore faire des vidéos sur ce G9, ce n'est pas terminé. Donc je vais faire un test road trip, on va faire plus de 1200 km normalement aller-retour, peut-être même un peu plus. Et on va tester le mode camping. Donc voilà, si vous voulez voir ces vidéos, abonnez-vous, la petite cloche comme d'habitude. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.